Bien sûr, il est vieux jeu et réactionnaire d'avoir la technique en horreur, mais ce n'est pas à seulement cela. Cette horreur est aussi le frisson qui nous prend devant la violence qu'une société irrationnelle inflige à ses membres obligés et à tout ce qui est. Ce qui continue à vibrer dans ce frisson, c'est une expérience enfantine à laquelle Loos paraît être resté étranger, lui qui avait pourtant grande provision d'expériences de jeunesse. Il s'agit de la nostalgie du château avec ses longues enfilades et ses tapis de soie. C'est l'utopie du suranné. Il y a encore un peu de cette utopie qui vit dans le dégoût que suscite l'escalier de service, la cuisine célébrée par Loos, la cheminée d'usine, le côté sordide de la société antagoniste de la première. Elle est transfigurée par l'apparence, mais démontrer cette utopie, celle des tours crénelées des faux châteaux de chevaliers qui raillaient Tornstein-Veblen, celle aussi de l'ornementation imprimée sur les chaussures, reste sans incidence sur le plus bas degré de la sphère dans laquelle la praxis ne cesse d'advenir. Bien au contraire, ce démontage va jusqu'à renforcer la répulsion. Cela a aussi de conséquences pour le monde des images. L'art positiviste, une culture de l'étang pur et simple, a été confondu avec la vérité esthétique. Ce qui se profile, c'est la perspective d'une néo-Ackerstrasse. Adorno fait ici allusion à une rue du canton berlinois de Wedding, où avait été construit dans les années 1870 un ensemble de logements locatifs destinés à la classe ouvrière. Le plan initial prévoyait même sur les lieux d'implantation d'une usine. Ces constructions étaient les pionnières d'une architecture industrielle de style HLM. Elles devinrent peu à peu le symbole de l'horreur de la misère urbaine. Dès les années 30 se succédèrent plusieurs programmes de réhabilitation ou de destruction qui étaient d'actualité dans les années 60, à l'époque où Adorno prononça cette conférence. Je remercie Paul Dehem de m'avoir éclairé sur ce point d'histoire de l'urbanisme berlinois. La limite du fonctionnalisme jusqu'à aujourd'hui est la limite de la bourgeoisie entendue comme sens pratique. Il y a chez Loos quelque chose d'étonnamment bourgeois, lui qui était pourtant l'ennemi juré de la culture viennoise du style Backhandel. Dans sa ville de Vienne, la texture bourgeoise était encore à ce point transdite des formes relevant de l'absolutisme féodal que Loos désirait faire alliance avec la rigueur des principes de cette bourgeoisie pour s'émanciper de l'alliance archaïque des formes. Dans ses écrits, il s'en prend par exemple au cérémonieux style de cour de la politesse viennoise. Mais au-delà, sa polémique est teintée d'un puritanisme très particulier et s'accompagne de motifs obsessionnels. Comme c'est le cas dans bien des critiques bourgeoises de la culture, deux perspectives se superposent chez Loos. S'il reconnaît que cette culture qui le guidait d'abord dans sa relation au monde vernaculaire n'est pas encore une culture, il est aussi pour partie hostile à la culture. Il préférerait avec l'apparence prohiber aussi le doux, le lisse comme la main, sans prendre en compte que ni la nature brute ni sa maîtrise impitoyable n'ont leur place dans la culture. Dès lors, l'avenir de l'objectivité concrète ne peut être qu'un avenir de liberté à condition de se débarrasser de l'emprise barbare. Les hommes dont elle prétend prendre les besoins pour mesure ne sauraient être soumis plus longtemps au sadisme des angles aigus, de la mesquinerie du métrage des pièces, des escaliers et du reste. Pas un usager ou presque qui n'ait douloureusement ressenti dans son corps combien le côté impitoyable de cette dimension pratique n'a absolument rien de pratique. De là la méfiance à l'égard de ceux qui renoncent au style, même si c'en est un à son insu. Loos renvoie les ornements aux symboles érotiques. Réclamer leur destruction va chez lui de pair avec la répulsion qu'il éprouve pour toute symbolique érotique. Une nature dont le sens n'a pas été saisi lui paraît tout à la fois arriéré et pitoyable. Le ton sur lequel il condamne l'ornement s'apparente à l'indignation, projective à bien des égards contre qui attend aux mœurs. Mais à notre époque, celui qu'une pulsion interne mène à barbouiller les murs de symboles érotiques est un criminel ou un dégénéré. Cette injure de dégénéré implique Loos dans des liens d'affinité qui ne lui auraient pas plu. On peut, dit-il, mesurer la culture d'un pays au degré de barbouillage des murs des WC. Mais c'est bien là ce qu'on rencontre à foison dans les pays méridionaux et de façon générale dans les pays de la romanité. Les surréalistes ont tiré parti de gestes inconscients comme cela et Loos aurait sûrement hésité à accuser ces pays de manquer de culture. La haine de Loos envers l'ornement ne saurait se comprendre que parce qu'il perçoit dans l'ornement l'impulsion mimétique qui contredit à l'objectivation rationnelle, que parce qu'il y perçoit l'expression qui, même lorsqu'elle est deuil et plainte, est apparentée au principe de plaisir qui nie leur expression. Or, c'est seulement de manière schématique que l'élément expressif peut être relégué dans l'art et séparé des objets d'usage.
Même lorsque cet élément leur manque, ces objets lui payent leur tribut dans l'effort qu'ils font pour l'éviter. Des objets d'usage obsolètes deviennent entièrement expression, image collective d'une époque. Difficile de trouver une forme pratique qui, parallèlement à son adaptation à l'usage, ne soit pas aussi symbole. La psychanalyse l'a bien mis en évidence, à même les images archaïques de l'inconscient, au premier rang desquelles figure la maison et, selon Freud, l'intention symbolique est prompte à adhérer aux formes techniques comme celle du ballon dirigeable. Dans la psychologie des masses d'aujourd'hui, selon des scientifiques américains, c'est notamment le cas de la voiture. Les formes finalisées sont le langage de leur fin propre. Grâce à l'impulsion mimétique, le vivant se rend semblable à ceux qui l'entourent, bien avant que l'artiste se mette à imiter, ce qui apparaît comme étant d'abord symbole, puis ornement, et enfin élément superflu, à son origine dans les formes naturelles auxquelles les hommes s'adaptent par leur artefact. Ce qu'ils expriment d'intériorité dans cette impulsion était autrefois extériorité, objectivité contraignante. Voilà qui permettrait d'expliquer le fait bien connu depuis Loos que les ornements et au-delà les formes artistiques ne peuvent être inventés de toutes pièces. Ce qu'accomplit chaque artiste, et pas seulement l'artiste obligé des fins, se réduit à une dimension infiniment plus modeste que n'en était convenu la religion de l'art du XIXe et du début du XXe siècle. Pour autant, voilà qui ne solde pas encore la question de savoir comment un art est encore possible, qui n'est plus un besoin substantiel des ornements et qui ne peut plus en inventer aucun. Si la situation de l'objectivité concrète est devenue désespérée, ce n'est pas la faute de personne. Ce n'est la faute de personne, rien qu'on pourrait corriger à son gré. Cette situation est la conséquence de la chose même et de son trait historique. Dans l'usage, qui est pourtant infiniment plus directement apparenté au principe de plaisir que ne le sont les configurations formelles auxquelles incombe purement la responsabilité de leurs lois formelles, on renonce à ce principe de plaisir. Il n'y a pas lieu d'être. Le plaisir aux yeux de la morale bourgeoise du travail apparaît comme un gaspillage d'énergie. Cette appréciation, Loos l'a faite sienne. Dans la manière qu'il a de la formuler, on peut lire combien chez lui le critique précoce de la culture avait partie liée avec l'ordre dont il élimine les productions, lorsqu'elles n'étaient pas allées jusqu'au bout de leurs principes. L'ornement est un gaspillage de la force de travail et du même coup une santé gaspillée. Ce fut toujours le cas, mais aujourd'hui il signifie aussi matériaux gaspillés et les deux réunis signifient capital gaspillé. Par là même, ce sont des thèmes inconciliables qui se recoupent. D'un côté l'épargne, car qui prescrit que rien ne doit être gaspillé sinon les normes de la rentabilité, de l'autre le rêve d'un monde technisé qui serait délivré de l'avilissement du travail. Le second thème concerne bien plus que la sphère de l'utile. C'est très net chez Loos. Lorsqu'il voit un progrès dans ce qui est largement déploré comme une impuissance à produire de l'ornement, lorsqu'il voit un progrès dans ce qu'on prétend être l'extinction de la force créatrice du style, qu'il considérait lui comme une pure invention des historiens d'art. Donc, lorsqu'il voit une dimension positive dans ce que les habitudes de la pensée bourgeoise considéraient comme le négatif de la société industrielle. Par style, on entendait l'ornement. J'ai dit alors, cessez de pleurer. Voyez, c'est justement ce qui fait la grandeur de notre époque, de n'être pas en mesure de produire un nouvel ornement. Nous avons surmonté l'ornement, nous avons conquis l'absence d'ornement. Voyez, le temps vient, la plénitude nous attend. Bientôt les rues des villes vont briller comme des murs blancs. Comme Sion, la ville sainte, la capitale du ciel. Alors, il y aura la plénitude. Ainsi donc, le stade de l'absence d'ornement ne ferait qu'un avec l'utopie. Ce serait le présent d'une plénitude incorporée qui n'aurait plus besoin d'aucun symbole. Toute la vérité de l'objectivité concrète tient à cette utopie. Aux yeux de Loos, elle est validée par l'expérience critique qui a été faite du Jugendstil. L'homme isolé est incapable de créer une forme dont l'architecte, pas plus que les autres. Donc l'architecte, pas plus que les autres. Pourtant, l'architecte ne cesse de refaire encore et toujours l'essai de cette impossibilité, et toujours avec le même échec à la clé. La forme ou l'ornement est le résultat d'un travail collectif inconscient, opéré par les hommes de toute une communauté culturelle. Tout le reste est de l'art. L'art est la volonté propre du génie. Dieu l'a chargé de cette mission. Depuis l'axiome selon lequel l'artiste agirait comme le chargé de mission de Dieu s'est démonétisé. Le désenchantement qui s'est amorcé dans la sphère de l'usage s'est étendu à l'art. Résultat et non des moindres, la différence absolue entre l'inexorablement finalisé et le librement autonome s'est atténuée.
Ce qu'ont d'insuffisant les formes relevant de la finalité pure s'est révélé. Elles sont monotones, mesquines, d'une pratique bornée. Échappent à cette insuffisance quelques grandes réalisations isolées, que l'on se satisfait d'attribuer au génie de leur créateur sans être d'abord assuré de ce qui objectivement permet à leur réalisation de valoir comme génial. D'autre part, il est vain de vouloir de l'extérieur et comme en correctif faire entrer l'apport de l'imagination en cherchant à apporter à la chose un auxiliaire qui ne procède pas d'elle. C'est contribuer à faire renaître l'erreur de ce que la nouvelle architecture avait critiqué, le décoratif. Rien de plus désespérant que la modernité toute mesurée du style allemand de la reconstruction, et il serait de la plus haute actualité d'en faire une analyse critique, menée par quelqu'un de vraiment compétent. Dans Minima Moralia, j'ai dit mon soupçon que l'habité n'était plus à proprement parler possible. Ce soupçon se confirme. Sur toute forme d'habité pèse l'ombre lourde de l'impermanent, celle de ces migrations des peuples qui eurent leur cruel prélude dans les déplacements de population opérés sous le régime hitlérien et pendant la guerre. La conscience se doit de saisir ce que cette contradiction a de fatal, sans que ce geste la tranquillise pour autant. Sinon, elle passe dans le camp de la catastrophe et de la menace qu'elle continue à faire peser. La dernière en date, les bombardements, ont mis l'architecture dans une situation dont elle n'est pas capable de s'extirper. Les termes de la contradiction sont deux notions qui semblent s'exclure l'un l'autre, celle de métier et celle d'imagination. Loos récuse expressément la seconde dans le monde de l'usage. Au lieu des formes imaginées datant des siècles passés, au lieu de l'ornementation qui a fleuri dans les temps passés, il fallait que la construction pure entre en lice. Ligne droite, arête à angle droit, voilà comment travaille l'homme, de métier qui n'a rien d'autre en vue que la finalité sous la main, que le matériau et l'outil. Le Corbusier, au contraire, a fait l'éloge de l'imagination dans ses écrits théoriques. Tâche de l'architecte, connaissance de l'homme, imagination créatrice, beauté, liberté du choix, homme spirituel. On n'aura pas tort de supposer que les architectes d'avant-garde inclinent le plus souvent à privilégier le métier, tandis que ceux qui sont d'arrière-garde et dénués d'imagination ont toujours par prédilection le mot d'imagination à la bouche. Néanmoins, on ne devrait pas se contenter de prendre la notion de métier ni non plus celle d'imagination dans le sens où le débat les a verrouillés. C'est à cette seule condition qu'on peut dépasser l'alternative. Le mot de métier, sûr de faire l'approbation dans un premier temps, recouvre en fait des réalités qualitativement différentes. Il n'y aura que la courte vue du dilettante et l'idéalisme béotien pour s'offusquer de ce que toute activité authentique, artistique au sens le plus large du terme, requiert une connaissance très exacte des matériaux et des procédés disponibles, les uns et les autres à leur stade de développement le plus avancé. Seul celui qui ne s'est jamais soumis à la discipline et qu'exige la configuration dont il se contente de se représenter intuitivement l'origine, redoutera que proximité aux matériaux et connaissance des procédés fassent perdre à l'artiste sa dimension originaire. Qui ne fait pas l'apprentissage de ce qui est disponible pour le porter plus avant ne tirera des prétendues profondeurs de son intériorité que le stade arriéré de formes dépassées. Le terme de métier, handwerk, évoque la simplicité d'une vérité comme celle-là, mais il a aussi de toute autre résonance. La syllabe hand, main, transfigure les modes de production de la simple économie marchande que la technique a fait disparaître et qui ont été rabaissés au rang d'une mascarade depuis les propositions des pionniers anglais du modern style. On associe à l'idée de métier le tablier de Hans Sachs, voire la grande chronique du Monde. Je ne peux parfois me départir du soupçon que même chez les plus jeunes adeptes d'un métier manuel, qui ont le mépris de l'art, ne survive l'image archaïque des manches retroussées. Certains ne se sentent supérieurs à l'art que parce que la seule expérience qu'ils aient eue de l'art est celle qui autorisa Loos à faire jouer l'un contre l'autre avec tant de pathos. L'art et sa dimension appliquée. En musique, j'ai connu un partisan du métier qui parlait ouvertement avec un anti-romantisme tout romantique, de mentalité de compagnonnage, et je l'ai pris en flagrant délit. Ce qu'il entendait par métier, c'était les formules stéréotypes ou, je le cite, des recettes techniques censées ménager les forces du compositeur. Il n'avait pu concevoir qu'aujourd'hui, toute tâche se posant en termes concrets a un caractère spécifique et qu'elle exclut ainsi tout recours à des formules de ce style. C'est avec des gens d'une mentalité pareille que le métier devient ce qu'il prenait pour cible, la même répétition morte, réifiée que celle que produisent les ornements.
A-t-on affaire à la même sottise lorsqu'on conçoit la configuration de la forme comme détachée, comme indépendante de l'exigence et de la législation de ce qui est à configurer? Je ne me risque pas à trancher. En tout cas, il y a des chances que l'amour rétrospectif qu'on porte à l'artisan, socialement condamné à mourir, aille tout à fait de conserve avec le triomphalisme dédaigneux de celui qui lui succède, c'est-à-dire le spécialiste, qui, aussi mal dégrossi que ses tables et ses chaises, et fier de connaître son affaire, se tient quitte de la réflexion dont l'affaire a précisément besoin, à une époque qui n'a plus rien de ferme sur quoi s'appuyer. On ne peut pas plus se passer du spécialiste qu'on ne peut reproduire concernant les procédés propres à la sphère de l'usage à un stade antérieur à la division du travail, irrévocablement liquidé par la société. Et pas davantage le type du spécialiste n'est la mesure de toute chose. Sa modernité désillusionnée, qui s'imagine s'être déprise de toutes les idéologies, s'adapte bien au masque de la routine petite bourgeoise. Le métier tourne à l'artisanaillerie. Le métier bien pensé signifie autant que l'ajustement des moyens à leurs fins. Certes, les fins ne sont pas indépendantes de cet ajustement, et les moyens ont une logique propre qui dépasse ces fins. Mais si l'ajustement des moyens devient sa propre fin, si elle est fétichisée, alors la mentalité qui préside au métier opère à l'inverse de ce qui était supposé quand on l'a mobilisé contre la toque et la veste de soie. Pareille mentalité freine la raison objective des forces productives au lieu de lui donner son libre déploiement. Chaque fois qu'on érige aujourd'hui le métier à la hauteur d'une norme, il est facile de deviner l'arrière-pensée. La notion de métier comme telle entre dans un complexe de fonctions. Ces fonctions ne sont pas toujours, bien loin de là, les plus éclairées et les plus à l'avant-garde. Néanmoins, pas plus qu'à la notion de métier, on ne saurait en rester à la notion d'imagination. La psychologie triviale qui veut que l'imagination soit la représentation de ce qui n'est pas encore présent ne réussit pas à atteindre le phénomène dans lequel elle consiste dans les processus artistiques. Et pour autant, et tout autant j'aimerais du moins le supposer dans l'art lié à une finalité. Walter Benjamin a un jour défini l'imagination comme la capacité de l'interpolation dans l'infime. Voilà qui sans conteste mène plus loin que les vues courantes, bonnes ou tout au plus à diviniser la notion en ignorant le concret de la chose ou à la diaboliser au nom de l'objectivité concrète. L'imagination qui opère dans le travail œuvrant à la configuration n'est pas le plaisir qu'on prend à l'invention gratuite, à la création ex nihilo. Une telle création n'existe dans aucun art, même pas dans l'art autonome, dont Loos croyait qu'il en était capable. Il suffit d'analyser avec un peu d'acuité les œuvres d'art autonomes pour le voir. Ce que l'artiste a inventé, ce qui dépasse le stade des matériaux et des formes, est infiniment petit. C'est une valeur limite. C'est d'ailleurs contredire directement à la notion d'imagination que de la restreindre au fait de s'adapter aux matériaux et aux fins par anticipation. Si c'était le cas, elle en resterait au toujours semblable. Le puissant travail de l'imagination du Corbusier ne saurait être circonscrit dans les relations que l'architecture entretient avec le corps humain, auquel il se référait dans ses écrits. De toute évidence, dans les matériaux et les formes que l'artiste hérite et avec lesquels il travaille, si restreinte que soit leur signification, il y a malgré tout quelque chose de plus que le matériau et la forme. Imagination veut dire innerver ce plus. Ce n'est pas aussi extravagant que cela en a l'air, car les formes et même les matériaux ne sont nullement des données naturelles, comme l'artiste y réfléchit, à la légèreté de les considérer. Dans les formes et les matériaux, il y a de l'histoire emmagasinée, et à travers elle de l'esprit. Ce qu'ils en retiennent n'est pas une loi positive, mais devient en eux la figure du problème, très dessinée dans ses contours. L'imagination artistique réveille ce qui a été emmagasiné, dans la mesure où elle prend conscience du problème. Les pas qu'elle effectue, et ce sont toujours de petits pas, sont une réponse à la question informulée qui lui adresse matériaux et formes dans le mutisme de leur langage d'objets. Dans ce processus, la fusion s'opère entre les éléments séparés, dont participe aussi la finalité, la loi immanente de la forme. Entre les fins, l'espace et le matériau, il y a action réciproque. Rien là d'un phénomène originaire auquel cela pourrait se réduire. Le point de vue philosophique selon lequel aucune pensée ne mène jusqu'à l'absolu premier, un tel absolu n'étant qu'un produit de l'abstraction s'étend à l'esthétique. Ainsi la musique, qui a tenté de parvenir jusqu'à l'élément prétendument premier de chaque son, a dû admettre entre-temps qu'un tel son n'existait pas. Le son ne prend sens qu'à l'intérieur des connexions fonctionnelles de la configuration. Sans elle, il serait une donnée de physique pure. Seuls des esprits superstitieux peuvent imaginer, espérer extraire de cette donnée une structure esthétique latente. Si l'on parle en architecture d'un sentiment de l'espace,
et l'on est assurément fondé à le faire, ce sentiment de l'espace n'est pas un en soi abstrait. Ce n'est pas le sentiment qu'on a tout bonnement de l'espace, dont il ne saurait y avoir d'autre représentation qu'à même du spatial. Le sentiment de l'espace est développé de pair avec les fins. Lorsque ce sentiment se maintient dans l'architecture comme un élément qui dépasse la finalité, il est du même coup immanent aux fins. La réussite d'une telle synthèse est assurément l'un des critères majeurs de la grande architecture. Celle-ci s'interroge sur la manière dont telle fin déterminée peut devenir de l'espace, sous quelle forme et dans quels matériaux. Tous les éléments sont en relation de réciprocité. L'imagination constructrice serait donc la capacité d'articuler l'espace par les fins, de les laisser devenir espace, d'ériger des formes d'après des fins. A l'inverse, l'espace et le sentiment de l'espace ne peuvent plus être que d'une finalité pauvre lorsque l'imagination s'abîme dans la finalité. Elle fait exploser la connexion immanente des fins à laquelle elle est redevable.